Bonjour à tous, bienvenue. Euh, Merci à tous de joindre pour joindre cette réunion sur la montée de l'antisémitisme et la gestion de tout ça par le judaïsme massorti. Je suis Mirko Lebel. Pour tous, tous ceux d'entre nous qui sommes en diaspora, nous sommes extrêmement inquiets pour tout ce qui se passe en Israël, mais aussi nous sommes inquiets de la montée de l'antisme dans nos régions. Donc nous faisons une traduction simultanée en français. Ce sera sûrement plus simple pour les discussions spontanées, plutôt que pour cette introduction. Nous allons donc introduire Yitzhak Hess, qui est une des plus grandes voix de la promotion du judaïsme pluraliste. C'est le directeur de ma sortie l'AMI en Israël. Donc, ce qu'il a fait, très important, il a représenté le mouvement Ma Sortie et les négociations avec le gouvernement israélien sur les prières égalitaires au Kotel. Bonjour Isaac. Isar. Isar. Merci Mirko, merci d'avoir introduit cette session. Bonsoir de Modine, entre Tel Aviv et Jérusalem. Donc, bienvenue de la part de Merkaz, Olami, donc celui qui représente les institutions Ma Sortie. L'antisémitisme. Je dois admettre que pendant des années, j'ai senti je pensais que les gens exagéraient, que l'antisémitisme n'est pas un grand phénomène aujourd'hui et que voilà, toutes les critiques sur Israël ont été qualifiées d'antisémites. C'était un petit peu trop exagéré. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que partout dans le monde, ce n'est pas le cas. On se rassemble aujourd'hui pour analyser cet aspect dans le monde euh, à partir du point de vue du judaïsme massorti. Et donc, chacun de nos intervenants va parler 4 ou 5 minutes, euh, qui va donc décrire l'atmosphère après le 7 octobre. Et après ça, on va ouvrir pour les questions. Donc, s'il vous plaît, posez des questions dans le chat et on va essayer d'y répondre autant que possible. Donc, nous allons voir le avocat pénaliste, Shuli Schwartz. Donc une des plus grandes intellectuelles du judaïsme américain. Un intervenant qui nous vient de Buenos Aires, qui sera introduit tout à l'heure, Rabbi Fabian Skornik, Geza Eldenberg, donc la première rabbine allemande, la vice-présidente de l'Assemblée, Rabbinical Assembly, le rabbin Jonathan Wittenberg, qui est un rabbin en Angleterre, à Londres, le rabbin de la New North London Synagogue à Londres depuis plusieurs décennies. Et il faut absolument aller dans cette synagogue. C'est une des synagogues les plus fascinantes du monde, dans le monde m'a sorti. Alors, Sholi Rubin Schwartz. Alors, donc GTS, c'est près de l'Université Columbia. Et commençons avec vous, avec New York et avec les États-Unis. Merci d'avoir organisé ceci. Donc, j'ai hâte de mener cette conversation avec vous. Donc, je dirais que moi aussi, je ne dirais pas que je pensais que tout ce qui était en lien avec l'antisémitisme était exagéré, mais je ne pensais pas comme en tant que historienne juive,
je ne pensais pas que dans ma vie, je serais témoin d'une montée de l'antisémitisme de cette ampleur dans un centre, dans le même siècle que celui de la Shoah. En tant qu'intellectuelle et historienne, je suis, voilà, je pense que c'est la manifestation la plus grande d'antisémitisme depuis la Shoah. Alors, ce qui est extrêmement étonnant, hein, c'est l'antisémitisme dans la gauche, au sein de la gauche, et, et aussi les institutions. Donc, nous sommes évidemment extrêmement effrayés de tout ce qui se passe depuis le 7 octobre. Alors pourquoi est-ce que je pense que l'antisémitisme prend la forme en tant qu'antisémitisme à, à, à monter au sein du campus universitaire aux États-Unis. Donc il y a trois facteurs qui ont contribué à à cette montée de l'antisémitisme. C'est le déclin de l'étude des humanités aux États-Unis. Il y a moins en moins d'étudiants qui étudient des cours comme l'anglais, la philosophie, la religion, l'histoire, ce qui donnerait à tous l'opportunité de penser aux grandes questions de la vie, qu'est-ce qui compte vraiment dans ce monde, de développer une sorte de réflexion morale. Ça arrive, c'est de moins en moins développé, même aux États-Unis. Donc, les majors, en fait, ce sont c'est l'économie, les mathématiques, la finance, tout ce qui est très pratique. Parce que ce que les étudiants pensent être plus utile à leur carrière. Deuxièmement, les campus universitaires ont, été- ont soutenu la montée du identity politics, donc le fait que différentes races, enfin, tous ces groupes en fonction de telle origine, telle religion, tous ces groupes, chacun défend son domaine. Donc, donc il y a une culture de la curiosité, de l'ouverture qui est en déclin. Le fait de respecter des individus différents de soi, l'autre, c'est quelque chose qui est en déclin avec cette culture de identity politics. Et troisièmement, diversité, égalité, inclusion, ceci est en déclin. Donc, toutes sortes d'inclusion, de tout ce qui est 10. euh, donc, il est, donc ceux qui ont besoin de nouveaux, qui ont des besoins spécifiques, cela ne comprend pas les juifs. Donc, toutes les horreurs du 7 octobre montrent que, en fait, il y avait il y avait un manque très choquant d'empathie au sein des directeurs, en fait, des différentes facultés. Et ensuite, va-et-vient, beaucoup de va-et-vient, un, et un sens au sein des jeunes juifs, euh, un sens que tout d'un coup, ces individus
les gens avec qui ils étaient, leurs collègues, les étudiants, tout d'un coup n'avaient plus d'empathie enfin, à l'encontre d'otages, des massacres, etc. Tout ça, il n'y avait tout d'un coup, il n'y avait plus d'empathie et cela a été extrêmement douloureux pour eux, pour nos étudiants et évidemment pour tous ceux qui étaient sur le campus. Donc, comme un collègue me l'a dit hier, excusez-moi, il y a eu une coupure euh, liaison Internet. Donc, il y a eu maintenant il y a un travail qui est fait sur sur l'antisémitisme. Voilà, une initiative à laquelle je prends part, une initiative pour en apprendre plus sur une collègue essaye d'apprendre sur voilà, comment faire pour s'engager vraiment un changement culturel réel et pas seulement symbolique. Donc, on a beaucoup parlé avec cette collègue sur qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour éteindre vraiment la culture de l'antisémitisme. Vraiment la faire disparaître d'un campus universitaire. Nous avons de grands liens avec les différentes facultés, théologie protestante, etc. Donc, je suis en lien avec les différentes facultés. Donc, ce qu'on voit sur les campus, c'est beaucoup de d'opinions pro-palestiniennes. Donc, c'est fondé sur une ignorance extrêmement choquante. Donc, voilà, ils adhèrent à tout ce qui le discours du décolonialisme, de l'occupation, etc. Mm. La dernière chose que je dirais, c'est que on a beaucoup lu donc sur des moments où les étudiants se sentent pas en sécurité. On a vu, on a vu la vidéo des étudiants israéliens en économie à Columbia. Et donc, ces étudiants qui ont été séquestrés dans une bibliothèque à un moment. Donc, le mot en insécurité dans dans un campus universitaire, ça a beaucoup de signification. Alors, donc être physiquement en insécurité, c'est une des dimensions seulement. Donc, quand quelqu'un dit je ne me sens pas en sécurité, ça veut dire qu'ils se sentent mal à l'aise. Et c'est vraiment, enfin, ils se sentent inquiets, angoissés. Les étudiants juifs, les étudiants israéliens, ils hésitent à parler à leurs voisins s'ils ne connaissent pas ces personnes. Ils ont du mal à se relier aux autres, à parler franchement. Ils ont du mal à voilà, parler des otages, etc. Et donc, il y a une lassitude de ces étudiants qui ne se sentent pas en sécurité, tous ces étudiants de licence. Donc, les étudiants de GTS sont reconnaissants envers la communauté juive d'avoir du soutien, mais
mais bon, ils sont au milieu de de ce que signifie de vivre entre deux mondes différents. Merci. Merci. Donc maintenant, Rabien, Fabien Skornik, comment ça se passe à Buenos Aires? Alors aussi, vous avez un nouveau président maintenant. Oui, nous avons Javier Milei. Javier Milei. Il, il est proche de la communauté orthodoxe aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est à New York. Ce n'est pas très très bon pour nous, mais bon. Alors je voudrais commencer avec une question. Est-ce que l'Argentine est un pays antisémite? Alors c'est difficile d'y répondre parce que d'un côté, nous avons une grande communauté, de- une des plus grandes communautés en Amérique du Sud, beaucoup d'institutions qui travaillent sans problème tous les jours. Et euh, nous avons une vie juive extrêmement riche. Nous y arrivons. Mais d'un autre côté, nous avons, il y a, il y a un axe antisémite extrêmement puissant dans notre histoire. Et ça, c'est donc, donc les plus grandes difficultés dans notre histoire. Ça a été donc le bombardement de l'ambassade israélienne et Lamia, qui a tué 85 personnes. Donc il y a nous- donc il y a une définition assez difficile de l'antisémitisme en Argentine, parce que la sécurité ici, c'est un problème. Le reste de la population en Argentine n'a pas ce problème. Mais pour nous, c'est un énorme problème, voilà, de se sentir en sécurité dans notre communauté. Et en Argentine, nous avons donc un ministère qui est un rabbin qui, tra- qui travaille en tant que comme ministre et qui travaille sans mon problème. Et il y a des juifs ouvertement au Parlement qui sont très importants, des personnes politiques, qui sont des politiciens et des businessmen très importants. Ils n'ont pas besoin de cacher leur judaïsme pour être eux-mêmes. Alors, ce qui s'est passé donc après le 7 octobre, donc bien sûr, l'antisémitisme s'est développé. La- il y a eu des manifestations pour soutenir Israël. Et en même temps, il y avait donc une contre-manifestation pour les Palestiniens. Et 84, non, pardon, 48 heures, il y a 48 heures après, voilà, tout ça, 48 heures après le pogrom du 7 octobre. Il y a eu une manifestation avec donc des swastikas, avec ce genre de choses. Et donc à ce moment-là, l'antisémitisme s'est montré extrêmement fort, a augmenté. Donc en fait, il y a une fausse gauche progressiste en Argentine. Donc l'endroit où c'est le plus difficile d'être juif, c'est à l'université et surtout dans les universités publiques et dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'endroit le plus difficile, où il est le plus difficile d'être juif. Donc la situation a vraiment augmenté là. Ouais, c'est encore plus dur d'être juif dans ces endroits, même si ça l'était déjà avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants à l'université qui expriment cette peur d'être juif là. Il y a quelques jours, nous avons
nous avons eu des manifestations en face de l'université pour donc l'arrêt des hostilités. La communauté juive, donc il y a eu, donc bon, il y a eu 5000 personnes. Alors j'ai toujours porté ma kippa depuis 20 ans, je n'ai jamais eu aucun problème. Mais récemment, dans les endroits, les endroits publics, j'ai enlevé ma kippa parce que c'est dangereux. Notre équipe, c'est ce qu'a recommandé notre équipe de sécurité. Ce qui est encore plus important, c'est que il y a des écoles juives qui ont demandé aux enfants d'enlever leur uniforme sur le chemin de l'école parce que c'est dangereux de marcher en uniforme d'une école juive sur le chemin de l'école. Donc ça, c'était très, très marquant pour nous. Nous avons des graffitis sur les maisons de juifs. Voilà, nous avons ce genre de manifestation d'antisémitisme. Depuis le 7 octobre, la police, donc gouvernementale, a renforcé la sécurité de toutes les institutions juives, même si cela, mais si c'est le cas, nous savons que ce n'est que temporaire. Et donc, ce sera notre responsabilité, toujours notre responsabilité de renforcer notre propre sécurité. Donc, pour conclure, donc, les événements du 7 octobre, donc évidemment, n'ont pas réduit l'antisémitisme. En fait l'antisémitisme a toujours été présent, mais là, il a été mis en lumière après les événements. Merci. Est-ce qu'on attend en aide d'Amérique du Sud que Israël s'implique dans la sécurité? Euh, Aujourd'hui, nous n'avons pas demandé à Israël, nous n'avons rien demandé à Israël, et nous devons travailler pour nous-mêmes, hein, pour notre propre sécurité, sans rien demander à Israël. C'est difficile de demander, c'est difficile d'imaginer Israël appliqué dans notre sécurité, puisque ce sont des problèmes nationaux. Rabbin, Rabbin Geza Ederberg, donc maintenant sur l'antisémitisme en Allemagne, après la Shoah, on pensait que c'était un endroit assez sûr. Et est-ce que ça a changé récemment? Non, alors nous sommes assez surpris sur la gravité de l'état de l'antisémitisme aujourd'hui en Allemagne. Les massacres du... Donc les massacres ont été célébrés dans les rues. Les universités sont dans une meilleure condition que aux États-Unis. Il n'y a pas eu de manifestations anti-Israël dans les campus universitaires. Je voudrais mettre l'accent sur une spécificité en Allemagne. Donc, le soutien par les politiciens, de le soutien des politiciens à à la communauté juive est extraordinaire et ça vient de leur cœur. Donc, 10 jours après l'attaque, plusieurs représentatifs
représentants de la communauté juive ont été invités au Parlement et ils ont rencontré donc des politiciens donc pour un briefing sur un ambassadeur d'Israël. Donc, il y a une visite des politiciens américains, allemands en Israël. Donc, on était dans le Parlement, alors que le maire de Berlin et les politiciens parlaient, et c'était absolument unanime. Alors, en fait, il disait il faut absolument que le conflit au Proche-Orient ne se reproduise pas dans les rues de Berlin. Les victimes de Gaza sont des victimes du Hamas. Ça, c'est extrêmement libérant d'entendre ça. Et il disait aussi, nous allons tout faire pour renforcer la sécurité des Juifs à Berlin. Et ce qui est extrêmement... Et tout le monde donc, soutenait voilà, l'idée de renforcer les liens euh, inter, interreligieux. Ça, c'est ce qui a été mentionné explicitement. Deuxième événement, je suis allée donc, directement du vol des soldats d'Israël aux commémorations contre le, la nuit des Yom le 9 novembre. Donc, donc lors de ces commémorations, donc cette fois-ci, le président et le chancelier et tous les politiciens du Parlement, tout le monde était là, était là. Ils étaient tous là pour exprimer leur solidarité lors de la nuit des Longs-Couteaux du 9 novembre. Kristallnacht. Et il disait, alors maintenant, le never again, jamais plus, c'est maintenant. C'est ce qu'ils ont partagé, le message qu'ils ont partagé. Et les commémorations du soir, donc le maire de Berlin m'a dit ensuite que et il m'a demandé, il a dit qu'il voulait absolument s'assurer que la Brandenburger Tor serait illuminée aux couleurs d'Israël, avec le slogan Never again is now, donc jamais plus c'est maintenant. Et ce qui est extraordinaire, c'est maintenant, je voudrais ajouter que donc une, une politicienne qui est d'ascendance iranienne a dit que le Hamas et les islamistes d'Iran, c'est la même chose. Et l'AfD, l'extrême droite est en train anti-immigration est en train de monter en, Israël, en Allemagne. Donc, qui servent d'alibi ils servent d'alibi à des propos anti-islamiques, anti-islam et anti-immigration. Donc, je fais partie de deux think tanks organisés par des partis euh, qui qui essaient de promouvoir les relations judéo-musulmanes. Donc, les leaders musulmans qui ont travaillé sur des projets contre l'antisémitisme, ces personnes-là et, voilà, essayent vraiment de tenir l'équilibre entre nous soutenir et ne pas
trahir leur camp non plus. Ils sont dans un équilibre précaire et difficile. Le, les- L'archevêque de l'Église protestante évangélique en Allemagne était, euh, était une politicienne. Donc, donc on travaille vraiment pour construire des coalitions locales. J'essaye d'être consciente du fait que, nous avons besoin d'écouter vraiment leur voix aussi. Quels sont les besoins des Juifs en général et surtout en Israël. Et c'est ce qu'on essaye d'équilibrer entre les voix donc des Juifs et celles donc des musulmans avec qui nous travaillons. Donc, en un sens, c'est plus positif que ce qu'on pensait, mais il y a eu tout de même des manifestations contre Israël. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde lors de ces manifestations? Donc, il y a eu quelques milliers de personnes dans la rue, mais la plupart des musulmans et des Palestiniens ne font pas partie. Donc, il y a une bande de Gaza à Berlin, une sorte de. Donc, dans cette mini bande de Gaza en Berlin, donc, elle disait qu'en fait, tous les gens dans cette partie essayaient d'éviter ces manifestations. Donc, le slogan, maintenant, c'est illégal de lancer le slogan la Palestine doit être libre. La Palestine doit être libre parce que c'est considéré comme un appel au génocide. il y a eu, il y a eu des organisations liées au Hamas qui ont été rendues illégales. Donc le gouvernement et la police bougent vraiment rapidement là-dessus. Rabbin Wittenberg, euh, en Grande-Bretagne, et surtout à Londres, comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est très difficile à Londres. C'est difficile ici à Londres. C'est un des endroits les pires en Europe. Alors, je fais vraiment écho à tout ce que mes collègues du monde entier on vient de dire, viennent de dire. Je voudrais dire que d'abord que ce que les gens voient ici tous les jours, ce que voient les gens tous les jours, ce sont toutes les ruines à Gaza. Donc, les perceptions sont très, très différentes de ce qu'on voit et de ce qu'ils voient. Donc, l'influence des, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux extrêmement préoccupants pour des gens qui ne savent pas où placer Israël et la Palestine sur la carte. Donc, gros montée de l'antisémitisme en Grande-Bretagne, surtout à Londres. Beaucoup d'incidents anti-musulmans, surtout verbaux, quelques-uns physiques, quelques attaques physiques, mais très peu. Mais alors, il y a eu 300 000 personnes euh, marchant à Londres chaque dimanche. Dans les écoles, dans les universités, énormément de difficultés.
surtout dans les universités élitistes. Les bureaux, hein, l'endroit où les gens travaillent, c'est extrêmement difficile pour les gens. Je vais insister là-dessus. Donc, il y a beaucoup de marches. De- Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que dans toutes les manifestations, ce sont des marches de la haine. Alors, c'est vrai, mais c'est aussi faux, parce qu'il y a aussi des gens qui sont simplement inquiètes de toutes les pertes civiles et qui ne les attribuent pas à Israël. Il y a beaucoup d'Iraniens à Londres, et surtout des femmes iraniennes. Il y a, il y a eu hier une énorme marche contre l'antisémitisme hier. Et c'était pas seulement des juifs, c'était aussi des Iraniens, pardon, surtout des Iraniennes, des Iraniens et des Iraniennes. Il y a eu donc dans le lieu de travail, donc les gens m'appellent toujours pour avoir du soutien. Parfois, ce sont voilà, tout type de demandes. Parfois, voilà, des prises de parole dans les universités sur arrêter le génocide. Et puis alors voilà, sans avoir aucune mention d'Israël ou des otages. Ma, ma femme surtout, elle dit, voilà, elle a été témoin de manifestes contre le génocide, etc., ce qui n'est pas vraiment constructif. Mais le gouvernement a vraiment compris, bien compris ce qu'il fallait faire pour soutenir Israël. Bon, je pense que c'est pas vraiment altruiste, même s'ils ont. Je pense, je suis un peu cynique sur leur, sur leurs intentions. Mais en tout cas, la sécurité a été renforcée. La communauté ukrainienne a été extrêmement nous a énormément aidés et soutenus. Et il y a eu énormément de lettres de soutien de la part de collègues chrétiens, des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Et aujourd'hui, même le soutien d'un cher britannique qui a fait un manifeste très puissant contre l'antisémitisme et toute forme de haine. Donc il y a des signes il y a des signes très positifs. Et, donc, et on voit bien donc la nécessité de renforcer les liens entre les musulmans et les juifs. Mais cela dit, l'antisémitisme est bien là, est bien là, donc c'est extrêmement problématique. Alors, est-ce que ça ne renforcerait pas l'identité juive à la fin Alors, alors j'étais à la marche, la marche de solidarité. J'ai vu un écriteau hier qui disait le Hamas m'a fait juif, m'a rendu juif. Ouais. Alors, en fait, ça renforce la solidarité entre les gens. Il y a, il y a alors, il y a beaucoup de personnes dans ma communauté qui marchent dans les grandes manifestations du dimanche parce qu'elles veulent soutenir la. Voilà, enfin, elles sont contre la perte des civils. Mais Rabbin Schwartz,
Alors, un de nos rabbins à Los Angeles m'a dit que donc un de ses fils dans une équipe de foot a été traité de sale juif. Voilà, en 2023, ça arrive. Est-ce, est-ce que vous pensez que vos étudiants ont dû être confrontés à ce genre de choses, d'événements? Alors, je vais répondre dans l'ordre inverse. Donc, de manière générale, la plupart de nos... Donc, la plupart des actes antisémitisme ne sont pas violents. Ce sont des swastikas, des graffitis, enfin, ce genre de choses. Nos, nos étudiants n'ont pas fait l'expérience de ce genre d'événement, hein, d'être traités de sale juif. Faut pas que je sache. Ce n'est pas... Alors, il y a... Alors, la question sur les humanités, sur les humanités. Donc, je dirais que donc, tout ça est vieux de plusieurs décennies. Quand j'étais à l'école, quand j'étais au collège, à Columbia, sur sur l'un des ba- bâtiments, sur les bâtiments, on avait tous les noms des grands intellectuels que tout le monde lisait. Il faudrait que, il faudrait que les universités essayent de passer les nouvelles, les prochaines décennies à essayer d'étudier tout ça. Donc, qui est sous-représenté? Comment est-ce qu'on pourrait ajouter d'autres voies au cursus universitaire, au programme? Donc, quel est le but des, quel est le but du programme du cursus à l'université? Donc, le but, c'était voilà, de réfléchir aux grandes questions de la vie, euh, pour débattre, pour apprendre, pour penser avec toutes les personnes qui sont différentes de vous et grandir. Et je ne pense pas, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui. Quand, quand tout le monde doit, quand dans le cursus, il faut que chaque personne de chaque continent, de chaque genre, de chaque religion soit représentée. Je pense que là, on va être un petit peu perdu. Mais les cours de ce type sont souvent enseignés par des étudiants qui viennent d'être diplômés et qui veulent que le monde sache ce qu'ils pensent. C'est pas vraiment leur travail ce n'est pas leur travail de dire aux étudiants de dire ce qu'il faut penser du Hamas. Ouais. Plutôt, voilà. Voilà. Et ce qu'il faudrait, c'est essayer de vraiment travailler à qu'est-ce que c'est un enseignement libéral réel. Qu'est-ce que ça veut dire de réfléchir aux grandes questions de la vie et pas simplement se remonter sur les événements de l'actualité qui nous occupent. Rabbin Skornik, donc on parle des relations avec le clergé musulman, les juifs à Est-ce qu'il y a des liens entre les juifs et les musulmans à Buenos Aires? Oui, donc ici on a commencé à avoir des relations avec les églises dans les années 60. Nous sommes
Nous étions les premiers à relier ces communautés. À Buenos Aires, nous avons des institutions musulmanes, quelques institutions musulmanes, et il y a quelques contacts. Donc, il y a eu des liens à partir des années 80, à partir des bombardements dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a eu des réunions, euh, des discussions, afin, voilà, afin que chacun apprenne de l'autre. Et il y a beaucoup de relations. Mais à l'époque, hein, dans les années 80, bon, et on m'a demandé, enfin, tout ce qu'on me demandait, c'était, bon, est-ce que tu as des proches, est-ce que tu as des proches qui sont otages ou qui vont mal en Israël? Quand je disais non, alors ils disaient, ah, d'accord, c'est bon, et ils partaient. Moi, j'attendais un petit peu plus de leur part. Donc, j'attends un petit peu plus de de leur part que ces simples questions. Maintenant, Wittenberg. Donc, on sait que le bombardement de l'AMIA n'a pas vraiment aidé le développement de l'identité juive. Les gens étaient assez effrayés, avaient peur, hein, tout simplement. Donc, ils préféraient ne pas pas faire partie des communautés juives. Est-ce que vous pensez que, est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui, il va y avoir le même type de phénomène? Donc, je pense que oui. Donc, donc aujourd'hui, donc il y a plus de personnes qui se connectent à la synagogue à travers YouTube. Il y a moins de personnes qui viennent, qui sont en deux activités. Donc j'ai essayé de parler à tous ceux qui se sentent loin des communautés. Et maintenant, ils essayent de revenir. Ils voudraient revenir dans les communautés, dans les synagogues. Et certains ouais, voudraient soutenir Israël à travers des dons. Donc voilà, cet événement a réveillé l'identité juive. Comment se fait-il, comment se fait-il que les campus en France sont si anti-Israël? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas à Berlin ou en Allemagne? Une question posée par Elias en France. Alors, c'est une bonne question. Je pense que les campus allemands ne sont pas vraiment un endroit pour exprimer ses opinions politiques. Les gens qui sont politiquement engagés ne le font pas dans les campus. Il y a eu, il y a eu des incidents antisémites. J'ai problème de connexion. Ah, il y a une coupure. Ouais. Donc, donc, il y a eu, donc dans l'université de médecine de ma fille, voilà, ils ont par exemple formé un groupe de soutien d'étudiants juifs, mais il n'y a pas eu de vraie grande action très, de grande ampleur. Merci beaucoup. Ce n'est pas une période facile
Mais ce qu'on apprend de l'histoire juive, c'est qu'après une grande catastrophe dans notre histoire, il y a du potentiel pour un nouveau commencement. Et j'ai hâte de voir un nouveau commencement en Israël. Et j'espère avoir un Israël meilleur après le réveil, après qu'on se soit réveillé de ce cauchemar. Et surtout pour les relations Israël-diaspora. J'espère avoir un nouvel horizon dans, dans ce domaine. Donc c'est comme un train avec plein de virages extrêmement complexes. J'espère que non seulement nous allons survivre, mais que nous aurons un futur meilleur, un avenir meilleur. Donc j'ai choisi d'être optimiste là-dessus. Alors Daniel Schein, pouvez-vous conclure cet événement? Merci, merci tous, et surtout aux panélistes. Yisrar, qui, termine sur cette note optimiste, ce qui n'est pas très facile en ce moment. Et merci aux organisateurs, à Nelly, à Mauricio, qui est toujours si actif, surtout maintenant. Nous avons tant besoin d'une grande collaboration entre, entre nos organisations. Ma sortie. Merci à Taylor, qui a été extrêmement utile. Je voudrais ajouter qu'en effet, ma sortie, c'est comme une famille, une, une grande opportunité pour nous de parler ensemble. Et je pense qu'il y aura d'autres briefings avec, avec des panélistes d'autres pays pour que nous puissions avoir d'autres échos sur ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, il y a une situation. Nous avons des situations similaires, mais aussi différentes entre les pays. Donc, voilà, donc ça, c'est très intéressant de vivre ça. Donc, merci beaucoup. Merci.